Et oui, c'est parti. Les masques tombent, les transferts sont en train de se faire. Non, ne sont pas dans la Coupe du Monde de football. Hein. Il y a les transferts, il y a les masques, il y a les exhortations, il y a les magouilles, il y a les combinaisons. Tout est prêt. Pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? Parce que élections législatives les 30 juin et 7 juillet. Et non seulement les masques tombent, mais les langues se délient, les bouches s'ouvrent et la salivation bat son plein partout. On va en parler, bien sûr. Et puis on va parler d'autres choses aussi. On va parler de pédocriminalité, on va parler de cette affaire, de ces affaires, hein, qui depuis des années, entachent tout le monde. Parce que, pour le moment, l'impunité, elle est là. Et nous avons avec nous Carl Zero avec L'Enfer des Affaires, son magazine, et ses livres, qui se bat depuis des années contre la pédocriminalité, et il a fait un entretien évidemment épistolaire avec Marc Dutroux. Vous savez, Marc Dutroux, l'affaire Dutroux, l'ignoble affaire Dutroux, qui est évidemment emprisonné à vie en Belgique. On va en parler. Qu'est-ce que ça veut dire que ces réseaux, pendant très longtemps on disait non, il n'y a pas de réseau pédopornographie et pédocriminel, ça n'existe pas. Eh bien oui, ça existe. On l'a vu avec Sound of Freedom, on l'a vu avec le documentaire de Pierre Barnerias, on l'a vu et on le voit aujourd'hui avec ce que vient de sortir en exclusivité Carl Zero. On va en parler avec lui. Et puis après, les perles, les huées, les bravos, nous allons recevoir là aussi autre scandale, autre affaire, une étrange débâcle. Nous allons voir ça, Henri Poglio. Henri Poglio a été patron de EDF pendant 5 ans. Et aujourd'hui, il raconte ce qui s'est vraiment passé et surtout ce qui se passe aujourd'hui à l'heure où effectivement un certain nombre de candidats nous promettent la baisse de l'électricité. Oui, après des hausses terribles, oui, 20%, 30%, 40%, évidemment, on rase gratis. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Crise et chuchotement, reniement et mignardise, c'est la foire aux élections, ça a commencé, c'est la fête pendant 3 semaines. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Souvent, on trouve les réponses quand on les attend pas. Ici, c'est à celui qui mentira le plus sincèrement. On sait qu'après les coupes du monde ou les attentats, comme ces familles qui se réunissent qu'au mariage ou aux enterrements. Ça te fait bizarre, mais je l'aime. Ouais, Big Flo et Oli, un sacré bordel. Ils appellent le rap, et c'est vrai, c'est un sacré bordel en ce moment. Mais écoutez, c'est fait pour, hein, c'est fait pour. Et je dois dire que pour une fois, j'ai pas l'habitude d'être très tendre, hein, avec Emmanuel Macron. Mais pour une fois, merci Macron. Vous allez me dire, comment encore vous provoquez encore Berkov? Pas du tout. On aurait passé 3 ans avec le même gouvernement, les mêmes ministres, les mêmes oppositions, etc. Attendons, oui, les affrontements d'un côté, la résolution de Russie-Ukraine de l'autre. Non, là, ça y est. Il a envoyé effectivement la grenade. Il le dit lui-même. Enfin, il l'aurait, je le dis au conditionnel, mais c'est dans tous les journaux, notamment, c'est le journal, le quotidien Le Monde qui l'a annoncé. Voilà ce que écrivait le quotidien Le Monde. Lundi 10 juin, attention, hein, c'est donc avant les résultats, avant les élections européennes. Lors des célébrations du 80e anniversaire du débarquement à Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne, un grand patron familier de l'Élysée aurait demandé au président de la République « Ça va pas trop dur ces journées, ça va pas trop dur ?» Ce à quoi le chef de l'État aurait répondu « Mais pas du tout, je prépare ça depuis des semaines et je suis ravi. Je leur ai balancé ma grenade découpillée dans les jambes, maintenant on va voir comment ils s'en sortent. Depuis dimanche soir, les masques tombent. » Eh ben écoutez, c'est bien. C'est bien que les masques tombent, non ? Transparence, oh mon beau souci. Donc, et ça tombe, et alors ça parle de tous les côtés. Vous savez, les 3 blocs, hein. Il y a le bloc, effectivement, Front Populaire, le nouveau Front Populaire, qui va de Philippe Poutou à François Hollande. C'est vous dire à quel point c'est large, hein, on voit une espèce de tolérance intéressante. Vous avez effectivement la droite avec la droite et l'ultra-droite, comme on dit, avec le Rassemblement National, là aussi avec Reconquête, on peut pas dire que ça a été je t'aime et c'est je t'aime moi non plus. Et puis vous avez le bloc central,
les macronistes, les LR qui n'ont pas voulu suivre Ciotti, et ils sont nombreux. Tout ça, on va voir comment ça va se décanter. Mais en attendant, qu'est-ce que ça bouge? Et on l'a écouté, on a fait un inventaire en sonore et en tweet et en parole de ce qui se passe en ce moment. En 48 heures, le week-end fut très chargé. Par exemple, écoutez ce que disait sur sa chaîne, en conférence de presse, Jean-Luc Mélenchon. Et je ne cesse de rappeler que quand moi je suis né, on avait un Français sur 10 qui avait un grand-parent étranger. Dorénavant, c'est 1 sur 4. Par conséquent, ceux qui s'appellent Français de souche posent un problème sérieux à la cohésion de la société. Alors là, on ne le savait pas, mais Mélenchon a levé un lièvre. Qui pose des problèmes à la cohésion de la société française depuis des années? Évidemment, les Français de souche. Les Français de souche. Mais attendez, je croyais que les Français de souche, ce sont ceux qui sont nés français, de parents, de grands-parents, de grands-parents. Ah, mais oui, mais c'est eux qui gênent. C'est eux qui gênent. Ça y est, maintenant, d'autres sont arrivés. Écoutez, il est temps de céder la place. Mais je suis là depuis des siècles. Ah ben oui, mais ça, c'est pas important, hein. Non, mais on va pas vous éliminer. On va vous mettre un peu en camp de rééducation, que vous appreniez la tolérance, l'accueil le plus général. Voilà. Français de souche, c'est dorénavant pire que, je ne sais pas ce que je vais dire, unijambiste, fasciste, voilà, c'est Français de souche, ça doit être absolument, je ne dirais pas éliminé, non, on n'est pas comme ça, Jean-Luc Mélenchon n'est pas comme ça, mais elle est encadrée et encore une fois rééduquée. Et que dit aussi, même chose, une candidate, alors elle, nouveau Front Populaire, Clémentine Autain sur BFM, écoutez. Vous comprenez bien ce qu'il faut faire. Chaque électeur, dans ce que je viens de dire, aura compris. Il ne faut pas qu'il y ait... il faut qu'il y ait un minimum... Si on pouvait tous les éradiquer, ça serait formidable. Enfin, les éradiquer, c'est pas un beau mot. Et si on pouvait diminuer drastiquement, totalement le score de l'extrême droite, ce serait merveilleux. Mais en tout cas, l'urgence, c'est d'empêcher partout qu'il y ait des députés d'extrême droite par tous les moyens possibles le moment venu avec le bulletin de vote. Eh ben voilà ce que j'appelle un vrai sens de la démocratie. Voilà, il faut éradiquer. Oui, alors elle se corrige. Non, éradiquer, c'est peut-être un mauvais. Non, éradiquer. C'est comme comme Mélenchon, il ne veut pas éradiquer, mais ça pose problème. Et donc les millions et les millions de Français électeurs de ces gens-là du Rassemblement national posent problème. Donc il faut par tous les moyens possibles, évidemment le vote. Soyons bémols, soyons citoyens. Mais il faut absolument empêcher. Donc, il faut empêcher que toute voix dissidente, quelle qu'elle soit, soit permise par tous les moyens possibles, évidemment par le vote, mais enfin, bon, on va ouvrir, quoi. C'est formidable, hein. C'est très intéressant. Donc, il faut vraiment, faire le ménage. Et là, je vais vous faire écouter, alors, parce qu'il faut quand même bouger un peu, je vais vous faire écouter un candidat de droite. Alors un candidat, effectivement, qui, je pense, parce que quand j'ai commencé à écouter, c'est un candidat du Rassemblement national. Écoutez. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français. Alors là, franchement, vous exagérez, non, vraiment. Je sais pas, c'est un candidat de Bardella, mais quand même, non, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut stopper complètement. Mais c'est du racisme, voilà les fascistes qu'il faut éliminer tout de suite. Ah non, attendez, non. C'est Georges Marchais. Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français, il disait ça en 1981. Vous voyez, il y a un peu plus de 40 ans. Mais je comprends pas, le Parti communiste, il est aujourd'hui au nouveau Front Populaire, et il est complètement pour l'ouverture la plus totale. Ah ben oui, mais les temps ont changé, 40 ans, vous voyez. C'était ça, comme le RPR en 1990, le RPR disait effectivement stop à l'immigration, stop total à l'immigration. Voilà, écoutez, les choses bougent, les choses changent, et on entend, c'est magnifique, alors on entend tout. Alors vraiment, tout va, alors regardez, par exemple, on a vu ça à Paris. Des excités du nouveau Front Populaire, des excités, enfin en tout cas des manifestants, ils ont attaqué la vitrine d'un caviste, d'un marchand de vin.
Et c'était écrit en graffiti, Nick Levin, c'est de droite. Ah, ça encore, écoutez, tous les jours nous apprenons, vous voyez, on n'a pas d'information. Levin est par essence de droite. C'est pour ça qu'il faut le niquer. Voilà, c'est simple, hein. Aussi autre chose, excellent, il y avait un défilé, il y avait les queers. Alors, il y a une grande affiche, je vous assure, là je peux pas vous la montrer parce qu'elle ne passe pas bien. PD de droite, dégage. Ah ben oui, si vous êtes PD de gauche, tout va bien. Alors, PD de gauche, ça va, mais PD de droite, va-t'en. Voilà, c'est très intéressant. Donc, vraiment, ce n'est même plus c'est une guerre civile salivaire. Vraiment, j'espère qu'elle ne passera pas aux actes, mais pour le moment, c'est pas mal. Fabien Roussel, du Parti communiste, 40 ans après Georges Marchais. J'ai écrit une lettre aux joueurs de l'équipe de France de football. Je sais qu'il n'est pas facile de prendre position, que vous avez plus à perdre qu'à gagner, mais l'heure est trop grave, c'est aux citoyens que je m'adresse. Très bien, alors donc, les footballeurs, Kylian Mbappé notamment, a pris position, lui en dénonçant tous les extrémistes, les deux extrémistes en tout cas, de gauche ou de droite apparemment, mais d'autres ont pris position effectivement contre évidemment la menace brune, la peste brune qui arrive aux portes de Paris. C'est grave. Et puis aussi, dans les marches, vous voyez, c'est très intéressant. Dans la marche de la gauche française du Nouveau Front Populaire contre le RN, il y avait les drapeaux de la Palestine et de l'Algérie. Effectivement, on a regardé à la télévision, et pas un seul drapeau français. Alors là, je comprends pas, ça me rappelle, vous savez, les gens qui sont allés décrocher un drapeau français du premier étage d'un immeuble, toujours dans Paris. Donc, si je comprends bien, PD de droite dégage, tout ce qui est de droite dégage, et le drapeau français est assimilé donc pour un certain nombre de manifestants comme un drapeau d'extrême droite. C'est intéressant, le bleu, blanc, rouge de la Révolution, le bleu, blanc, le Marseillaise de Rouget de Lille est donc un chant fasciste. Non, mais ça devient très intéressant, vous voyez, dans la comprenette. Et heureusement que de temps en temps, il y a à gauche et il y a des gens qui disent, attendez les gars, on se calme un peu, notamment Ariane Nouchkine. Ariane Nouchkine, qui est, vous savez, la très grande metteuse en scène, la très grande femme de théâtre. Et elle dit ceci, Ariane Nouchkine, qui a toujours milité à gauche et qui continue de le faire. Elle dit ceci, je nous pense en partie responsables, nous gens de gauche, nous gens de culture. On a lâché le peuple, on n'a pas voulu écouter les peurs, les angoisses. Quand les gens disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient, qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Ce n'était qu'un sentiment trompeur, leur disait-on. Et puis, comme ils insistaient, on leur a dit qu'ils étaient des imbéciles. Puis, comme ils insistaient de plus belle, on les a traités de salauds. Voilà la formidable synthèse et tellement juste d'Ariane Nouchkine, merveilleuse artiste. Je rappelle 1789 et tout le reste, voilà. Donc on est là, alors voilà, il y a encore une fois, je rappelle, le Nouveau Front Populaire qui va de Philippe Poutou, et je ne vais pas parler du programme de Philippe Poutou, on en parlera demain, des programmes des formations, à François Hollande, contre lequel, d'ailleurs, Renaissance, le parti macroniste, et LR ne présenteront pas de députés, de candidats, pardon. Et puis Jérôme Cahuzac, oui, Jérôme Cahuzac, maire PS de Villeneuve-sur-Lot, président de la commission, ministre du budget de François Hollande, vous vous rappelez, il a démissionné, fraude fiscale, etc. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme. Bon, il a purgé sa peine, il a tout à fait le droit de se représenter. Mais c'est très intéressant de voir de part et d'autre, et je ne parlerai pas longuement, mais quand même, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé entre Éric Zemmour, Marion Maréchal, Reconquête, Bardella, Le Pen. Vous voyez, c'est très intéressant. Dès qu'on arrive à quelque chose où le fromage électoral arrive, eh bien, c'est tout de suite, c'est comme les indivisions dans les héritages, hein. C'est tout de suite, attention, tarte ta gueule à la récré, ou casse-toi tu pues et marche à l'ombre. On en est là. La seule chose qu'on peut espérer véritablement, c'est que la France s'en sorte et s'en sorte par le haut. Je ne sais pas si c'est bien parti, mais espérons-le. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant avec André Berkoff qui recevra Karl Zéro pour nous parler de son interview exclusive avec le condamné Marc Dutroux. A tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français.
Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, je ne suis pas le seul quand on parle effectivement de cette pédocriminalité. Quoi de plus terrifiant, quoi de plus terrible, quoi de plus... Les mots manquent pour dire la manière dont on s'attaque, dont on viole, dont on tabasse et dont on tue des enfants. Et ce n'est pas, hélas, des entreprises individuelles, mais c'est un peu trop souvent des trafics collectifs et qui impliquent beaucoup de gens. On va en parler tout de suite avec Carl Zéro. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Alerter les bébés, ouais, c'est une merveilleuse chanson de Jacques Higelin. Alerter les bébés, il faut le dire. L'envers des affaires, le magazine fondé et présenté par Carl Zéro, dans son numéro 12, donc c'est un trimestriel pour été 2024, vous titrez Carl Zéro, interview exclusive depuis sa prison, Marc Dutroux parle. Je voudrais d'abord rappeler, pour ceux qui, beaucoup évidemment s'en rappellent, mais rappeler un peu ce qu'a été l'affaire Dutroux. L'affaire Dutroux, c'est une succession d'enlèvements et d'assassinats de petites filles et de jeunes filles. Et on va arrêter un mec, Marc Dutroux, et sa femme, Michel Martin, et un autre qui s'appelle Michel Nioul, qui est un affairiste bruxellois et un grand amateur de partous devant l'éternel. Et puis on va attendre de nombreuses années avant de les juger, et finalement... bien qu'il semble à l'époque qu'il y ait un réseau derrière et que Marc Dutroux ne soit que le commanditaire, l'exécutant de commanditaires qui eux-mêmes passent des commandes à Michel Nioul, on se retrouve avec un Dutroux condamné, Michel Martin condamné, un troisième larron qui s'appelle Le Lièvre condamné. En revanche, Nioul, pour tout ce qui est enlèvement et viol d'enfants, est blanchi. Lui ne prendra que 5 ans de prison et il fera 6 mois. Et il est mort en 2019. Et il est mort depuis. Alors que les faits remontent à quand? Tous ces faits d'enlèvement, etc. C'était en 95 et 96. Et donc, l'affaire a fait énormément de bruit. On a nommé un juge à l'époque qui s'appelait le juge Conrot en Belgique. Et ce juge a commencé à faire son travail. Il a mis des gendarmes, évidemment, très, très professionnels sur le coup. Et on a arrêté son enquête au bout de quelques semaines parce que elle remontait trop haut. C'est-à-dire, oui, il a été démis de l'enquête. Enfin, il a été oui, pour une raison écarté. Voilà, pour une raison bidon, parce qu'il avait participé à un dîner spaghetti où on récoltait de l'argent pour les parents des petites victimes. Donc il y avait pas de quoi le mettre dehors, mais on l'a mis dehors. Et là, vous en souvenez, André, entre 3 et 400 000 Belges sont descendus dans la rue pour ce qu'on a appelé la marche blanche, en disant protéger nos enfants. Pourquoi est-ce qu'on arrête le travail de ce juge? Et on a nommé un autre juge, le juge Langlois, qui s'est employé à transformer Marc Dutroux, qui était évidemment le contraire d'un prédateur isolé, puisque, pour rappeler ce que faisait Marc Dutroux dans la vie, il trafiquait des camions volés, des engins de chantier volés, des voitures, des pneus et des petites filles. Ça ne retire rien au fait que Marc Dutroux est effectivement un pédophile et une ordure. Une ordure, faut le dire. Véritablement, et qui violait les petites victimes, mais il était chargé, lui, de les mettre au chaud, si j'ose dire, dans sa cache à Marcinelle, en attendant qu'elle soit livrée... En Wallonie, Marcinelle, hein? Oui, absolument. En Pays Wallon. Afin qu'elle soit livrée aux commanditaires, par l'entremise de Nioul. Et donc, on en était resté là, et ça fait maintenant longtemps, presque 40 ans. Et en discutant d'abord avec les anciens gendarmes, Aimé Bill et Michel Clip, puis avec le procureur du roi, Michel Bourlet, puis avec une des victimes du réseau de Michel Nioul, Anneke Lucas, que je me suis rendu compte que finalement, on n'avait jamais eu le fin mot de l'histoire, que Dutroux n'avait jamais parlé
Or, c'est très important, finalement, de demander à Dutroux, évidemment en prenant les précautions d'usage, parce qu'on sait que c'est un psychopathe, mais de lui dire, finalement, ces petites filles, elles servaient à quoi? C'était pour qui? Et donc, le travail a consisté à convaincre son avocat actuel, Maître Daillès, qui est son 5e ou 6e avocat, et qui aujourd'hui ne peut plus faire grand-chose. Dutroux est en prison, il ne sortira sans doute jamais. Pour qu'il sorte, il faudrait qu'un tribunal spécial de 5 juges donne son accord à l'unanimité. Il est probable qu'il mourra en prison. Est-ce qu'on a envie qu'il sorte, hein? Enfin, c'est on n'a pas spécialement envie qu'il sorte, en réalité. Et alors justement, on arrive au cœur du problème, d'ailleurs, qui s'est posé aussi bien pour l'affaire Epstein que pour les trafics en Amérique du Sud, pour d'autres, on en parlera avec vous, Karl Zéro. Au fond, quand on parle de commanditaire, parce que beaucoup de gens ont dit, mais non, c'est faux, il n'y a pas de commanditaire, vous parlez de réseau, ça remontait très haut en Belgique, hein. Oui, ça remonte effectivement très haut. Il y a à la fois... Alors, il m'a donné un certain nombre de noms de magistrats, donc des procureurs, des juges, des avocats. J'y ai juste mis la première lettre, oui, bien sûr. parce que certains sont encore en vie. Et au-delà, en parlant avec d'autres témoins dans ce dossier, il y a quand même des noms qui sortent. Il y a celui qui, à l'époque, était Premier ministre Van den Boynans. Oui. Il y a ce fameux baron noir qui revient constamment, qui était lié également à l'affaire des tueries du Brabant. Et derrière tout ça se dessine en fait quelque chose d'assez intéressant, puisqu'on est en train d'aller sur le terrain du chantage sexuel, oui, au travers de votre question. C'est qu'il y avait à l'époque à Bruxelles, où il y a le siège de l'OTAN, un organisme important qui s'appelait le Stay Behind. Le Stay Behind a été créé juste après-guerre et était quelque chose qui créé était... par qui? Par les Américains. Par les Américains, oui. Par l'OTAN. Et qui était là pour rester derrière au cas où un ou plusieurs pays basculeraient dans le communisme, qui était à l'époque... l'Union soviétique, le la grand guerre froide, etc. Absolument. Et voilà, et ils utilisaient toutes sortes de techniques d'espionnage, mais ils utilisaient aussi, visiblement, le chantage sexuel. Un peu comme dans l'affaire Epstein. On sait qu'il y a des États qui étaient derrière Epstein et qui... quand Epstein filmait les ébats de personnalités extrêmement importantes... Il y avait des caméras dans toutes les chambres, dans tous les salons, etc. Voilà. Et donc, il semble que c'était la même chose au sein de ce Stay Behind, où on retrouve les noms qu'on peut retrouver, pour ceux que ça intéresse vraiment, le Wikileaks a publié le dossier Dutroux en entier, et les noms des sommités, ils sont noirs sur blanc. Et donc, on se rend compte que ces gens-là, en fait... Donc, je reviens au Stay Behind, ils avaient inventé ce qu'on appelle la stratégie de la tension. Mais alors, c'est quoi, juste Karl Zéro, c'est très important la mécanique, c'est-à-dire on a besoin de tenir un certain nombre de gens qui ont des possibilités, des postes extrêmement importants, donc on va les faire tomber en les photographiant ou en les filmant dans des attitudes très coupables. Et avec des mineurs. André, on se connaît bien, je vous invite à une soirée, et puis au cours de la soirée, vous buvez un peu trop, ou vous fumez un joint, je sais pas si vous fumez des joints, André, mais enfin bon, vous vous laissez un peu aller, et puis arrivent des jeunes femmes à Corte, et puis parmi elles, il y en a qui sont mineurs, mais à ce moment-là, vous ne le savez plus. Parce que vous êtes vous êtes déjà drogué, saoulé, bourré. Terminé, donc la fête bat son plein. Mais le lendemain, comptez sur moi pour vous passer un petit coup de fil, André, pour vous dire, André, tu étais bien en forme hier soir. Sais-tu quel âge avait la petite? Et ce truc-là marche depuis la nuit des temps et continue de marcher. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en France, on n'ose pas en parler. Aux États-Unis, on en parle. Oui, tout à fait. Epstein, Puff Daddy, qui est également... On a toute une enquête. Le célèbre rapport. Voilà, toute une enquête sur la manière dont il piège de la même façon les gens dans ces différentes villas, 270 caméras, et... avec des détails absolument délirants, où il va dans des sex shops acheter des plugs anneaux, et ensuite il les met à Justin Bieber. Enfin, vous lirez ça, vous allez tomber de votre chaise. Mais on n'attend pas pour le dire. Notez bien, je vais faire un parallèle avec le dossier là qui est en train de sortir petit à petit, Libération, et qu'il faut saluer pour une fois qu'un média officiel, un média présentable, ose s'attaquer à une affaire de pédophilie. Bon, alors ils le font 40 ans après. Surtout que dans le passé, ils n'avaient pas la même position. Hein. Ils publiaient des photos pleine page d'enfants faisant des fellations, et ils appelaient à une libéralisation de la pédophilie, tout ça s'inscrivant dans un grand courant libertaire. Il y a 40 ans, C'était il y a 40 ans, mais 40 ans après,
tente de se racheter, et il balance enfin une affaire dont on entend parler depuis 2-3 ans, qu'ils appellent la bande de la rue du Bac, pour pas dire le réseau de la rue du Bac, dans lequel on retrouve quand même, alors ça rappelle l'affaire du Hamel, ce ne sont que des membres du Club du siècle, excusez-moi, Jean-François Revel, Claude Imbert, c'est des gens... Honnêtement, je suis tombé à la renverse, moi ça me paraît tellement dingue pour Imbert et pour Revel, mais bon, enfin, c'est... Si Libé prend le risque de les sortir, vous pensez bien qu'ils sont largement bordés avant de les sortir. Donc là encore, il faut 40 ans. Donc je reviens à Dutroux. Oui, Marc Dutroux, c'est très intéressant parce que il dit clairement les choses. Il dit que lui, il était la petite main, qu'il était là effectivement pour enlever les enfants. Après, il essaye de se dédouaner. Alors ça, je l'ai pas mis dans le journal parce qu'à chaque fois, il essaye de faire pleurer sur son sort, où il dit des trucs absolument immondes en ne se rendant pas compte. Parce que pour lui, qui trafiquait des camions, trafiquer des enfants, c'est la même pareil. chose, c'est ça. Un enfant, c'est un camion. Mais c'est oui. Donc telle affaire, il y avait un problème d'essieu, et là, il y a un problème d'autre chose. Pour lui, c'est pareil. Dans ses yeux, c'est la même chose. Mais ce qui est très important dans cette affaire-là, c'est qu'il reconnaît qu'il avait des commanditaires, même s'il ne frayait pas avec eux. Lui, il voyait Michel Nioul, dont il avait une peur bleue, et qui menaçait directement. Il faut pas oublier qu'il a 2 enfants, ce Dutroux, et une femme. Donc il avait peur pour sa femme et ses enfants. C'est quand même le monde à l'envers. Et donc il n'osait pas broncher. Et même à son procès, il n'a pas osé broncher. Et il a fallu attendre tout ce temps pour qu'il commence à libérer sa parole à son tour. Je sais que c'est une ordure, et je sais que ça peut paraître bizarre d'interviewer Dutroux, mais en réalité, c'est extrêmement important. Mais on peut vous dire, mais Karl Zéro, est-ce que vous ne faites pas du voyeurisme, vous n'encouragez pas le voyeurisme comme ça, etc. Alors, je vais vous dire, André, si je faisais du voyeurisme, j'aurais publié les 100 pages qu'il m'a envoyées. Là, ça serait du voyeurisme. Enfin, qui sont horribles, qui sont absurdes, qui sont à la fois grotesques, parce qu'il essaye d'éluder, ou de se dédouaner, ou de dire qu'il est pour rien, et puis qui par moments sont illisibles. Je pense évidemment aux familles des victimes. Je pense aux parents de Julie et Mélissa. S'ils lisent ça va pas les amuser du tout. C'est elle qui l'a laissé mourir de faim. C'est Julie et Mélissa. Oui, la femme Michel Martin les a laissés mourir de faim parce que elle avait peur. Alors lui il dit, mais je crois que c'est vrai. Elle avait peur de la bande de Courcelles qui entourait Michel Nioul et elle n'osait plus y aller. Menacé de mort, etc. Oui, ils avaient investi la fameuse maison de Marcinelle pour tout voler pendant que l'autre était en prison. C'est quand même des voyous, quoi, avant tout. C'est quand même des histoires de voyous, mais derrière, il y a quand même du lourd. Ce sont des gens... Alors on va nous dire, oui, c'est encore le procès des élites. Mais pas du tout. Il se trouve que dans les commanditaires... Toutes les élites sont pas comme ça, loin de là. Loin de là, il faut le dire. Bien sûr, c'est ridicule. Mais il y avait effectivement un groupe qui était spécialisé, alors à la fois par goût pédophile réel de la part de ces gens-là, et aussi pour faire chanter d'autres personnes. Ça. Je crois que, d'ailleurs, la mécanique, comme vous l'avez dit, Karl Zéro, se retrouve un peu sous toutes les latitudes. En fait, c'est du chantage, comment on va les tenir. Et d'ailleurs, il y a ça, comme vous dites, depuis des siècles. En fait, par exemple, on mettait les prostituées dans le lit de quelqu'un, on photographiait, on disait maintenant, et marié avec des enfants, et à l'époque, il dit, maintenant, vous vous tenez bien. Bien sûr, et c'était pareil en URSS, avec le compromat. Bien sûr. Tout ça n'est pas nouveau, sauf qu'on l'a toujours caché en disant ça n'existe pas. Et donc tout le combat depuis toutes ces années, c'est de dire si ça existe. Et là maintenant, vous pouvez plus venir nous dire que ça n'existe pas. Vous avez concomitamment, vous avez cet article dans Libé, vous avez Dutroux qui dit la réalité. Bon, qu'est-ce qu'il faut de plus aux gens maintenant ? Et oui, mais alors justement, est-ce que, à votre avis, vous qui suivez ça depuis des années, Karl Zéro, est-ce qu'au fond, cette impunité, est-ce qu'il y a eu déjà un peu partout ? Est-ce qu'on a puni, et à juste raison, les lampistes qui sont, on l'a dit, des ordures ? Est-ce que, au niveau de plus haut, est-ce que l'impunité tient toujours ? Que ce soit en Amérique, en France ou ailleurs ? Généralement, elle tient. C'est extrêmement rare que le gratin paye, si j'ose dire. En vrai, parce que le gratin, justement, grâce à ce système de chantage, tient énormément d'autres personnes. Et donc, que ce soit les personnes chargées de les juger, ou les personnes chargées de les arrêter, ou sont tenues, elles aussi. Et donc, on est dans un système qui est pourri.
Et si aujourd'hui, concernant les enfants, concernant ces trucs de pédocriminalité, la parole se libère, alors mon espoir c'est que ça n'arrivera plus. Oui, un peu sûr. comme ça s'est produit pour les femmes avec MeToo. Mais il faut qu'on arrive à un MeToo enfant, à un MeToo pédo, afin que tout ça s'arrête. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, qu'il faut surtout il faut pas rien lâcher. Il faut surtout pas mettre, vous savez, la poussière sous le tapis. Et quelle poussière. Maintenant, c'est intéressant parce qu'il y a eu des films, il y a eu des documentaires, vous le savez, il y en aura d'autres. Il y a ce que vous faites, votre livre, l'envers des affaires. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que j'ai trouvé au moins aussi intéressant que l'interview du Trou, les interviews que vous avez faites des policiers, des procureurs, des juges qui disent oui, on a été arrêtés, on n'a pas pu faire notre métier. Ben je dirais que alors, Dutroux vient à la fin du dossier. Oui, c'est-à-dire que Dutroux, ça fait que tout ce que les autres disent, comme Dutroux le dit aussi, tout d'un coup ça a un sens. C'est-à-dire, le procureur du roi, il dit quoi ? Il dit, bon, moi, je suis procureur, et c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux et respectable. Hein. C'est pas, on peut pas dire que c'est un complotiste, un Olibrius. C'est pas un petit lampiste, quoi. Non, c'est pas un lampiste. Il dit, bon, au cours du procès de Dutroux en 2004, tout ce qui était un peu gênant, et qui n'allait pas dans le sens de Dutroux prédateur isolé, on l'a mis de côté, et on a dit, on fera un dossier bis. Notamment, dans ce dossier bis, il y a des traces ADN, et il y a 6000 cheveux. Des cheveux retrouvés dans la camionnette de Dutroux et dans la cage de Marcinelle. Parmi ces cheveux, bien sûr, on va trouver ceux de Dutroux, ceux des malheureuses petites victimes. Mais on va peut-être trouver aussi d'autres cheveux. Or, ce dossier bis a été abandonné en 2010. Ils ont dit, ah bah non, on clôt l'affaire, terminé, circulé, il n'y a plus rien à voir. Donc lui demande la réouverture de ce dossier bis, que les enquêtes soient faites. Sur ces quelques 6000 cheveux, ils en ont analysé 800. Et puis ils ont arrêté. Ils ont dit, ah ben, on n'est pas sûr, c'est une perte d'argent, une perte de temps, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire en Belgique, donc ils envoyaient ça partout dans le monde, ça mettait très longtemps à revenir, c'était pas évident, enfin bref, il n'y avait pas une vraie volonté. Pareil sur les traces ADN. Ensuite, si on prend les gendarmes, eux, ils étaient de la brigade financière, et ils ont commencé à regarder les curieux transferts d'argent sur les comptes de Dutroux. Et ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'une petite disparaissait, pam, Dutroux recevait des sous sur son compte bancaire. Donc ils se sont dit, là il y a un truc. Et ils l'ont dit avant même que commence l'affaire Dutroux. Ils ont dit, ils ont signalé ce mec. Quelque chose va pas, ouais. Et le jour où on a viré le juge Conrott, on a viré en même temps les gendarmes. Et ils ont été salis, accusés de faux. Et le gendarme Aimé Bill sort aujourd'hui un livre aussi. Un livre formidable où il raconte par le menu cette enquête, ou comment il a été écarté, et ensuite roulé dans la farine pendant 10 ans. Quand ils ont été virés, les gendarmes, on a dit oui, parce que c'était eux. Ah, il faut revenir aux témoins X, vous voyez ce que c'est. C'est eux qui interviewaient les témoins X. Ces témoins X, c'était le juge Conrad qui avait dit, si vous avez vu une affaire de pédophilie en Belgique, témoignez. Parlez-en, oui. Il y avait un numéro vert. Il a reçu 700 appels. Ils ont entendu les gens. Le premier d'entre eux, c'était une femme, Régina Louf, le témoin X1. Elle a reconnu Dutroux, elle a reconnu Nioul et elle a cité des gens du Gotha. Cette personne-là a été entendue par ces gendarmes-là pendant 1 mois, puis on a décidé d'arrêter définitivement et de ne plus croire à ce que racontaient les témoins X1, X2, X3. Cette femme a été traitée d'affabulatrice et elle a été ensuite envoyée à l'asile alors qu'elle n'était absolument pas folle. Je viens de publier une interview d'elle en flamand sur ma chaîne YouTube. J'invite les gens à aller regarder ce qu'elle raconte précisément. C'est inimaginable, elle tombe enceinte à 10 ans et elle est ensuite obligée elle-même de tuer son propre enfant. Enfin, des trucs comme ça. Atroce. D'ailleurs, Pierre Barnerias l'a très bien raconté dans son documentaire aussi. On l'avait reçu, vous savez, Les Survivantes. On en parle tout de suite avec Carl Zéro. On continue après juste cette pause de publicité. Allez, restez bien avec nous, vous pouvez avoir la parole. 0826 300 300, vous nous appelez pour réagir, pour poser toutes vos questions à Carl Zéro concernant l'affaire Dutroux. À tout de suite sur Sud Radio. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et je ne suis pas le seul, Carl Zero aussi, Carl Zero qui présente le numéro 12 de l'Envers des Affaires, son magazine trimestriel avec un dossier très fort sur cette affaire du trou. On en parle depuis quelques minutes déjà, et une demi-heure. Carl Zero, au fond, aujourd'hui, bon, on en parle, c'est très bien d'en parler, vous le faites. Pierre Barneria, Sound of Freedom, il y a eu énormément la parole se libère, et ça, c'est une très très bonne chose. Mais est-ce que il y a des choses à faire du point de vue juridique, du point de vue commission d'enquête, afin que la parole se libère, oui, mais qu'on ne ferme pas comme ça le couvercle, comme c'est arrivé trop souvent sur cette histoire immonde. Et puis je vais vous poser d'abord une autre chose. Est-ce que vous êtes pour l'imprescriptibilité, que ce soit imprescriptible? Parce que aujourd'hui, c'est encore, ce n'est pas imprescriptible. C'est-à-dire quelqu'un dit oui, mais ça fait 30 ans que ça s'est passé, donc c'est fini, n'en parlez plus. Bah, bien entendu, ça je la réclame depuis 5 ans. Il est évident que, et là dans l'affaire dont on parle, ça serait extrêmement intéressant de pouvoir traduire en justice des gens dont on sait maintenant qu'ils étaient les commanditaires de Marc Dutroux, ou dans l'affaire que vient de sortir Libé, ça serait intéressant, certains sont morts, Revel est mort, Humbert est mort, mais si j'ai bien compris, l'avocat Gibault n'est pas mort, et donc ça serait intéressant de pouvoir aussi les traduire en justice. Alors, je reviens à votre première question. En France, c'est un désastre. Macron avait dit, suite au livre de Madame Springora sur Olivier Duhamel, il avait dit « On vous croit, on vous écoute ». Non, Vanessa Springora, c'était sur Gabriel Maznev. Ah pardon, je me trompe. Camille Kouchner. Camille Kouchner. Voilà. Bah, l'un va avec l'autre finalement. On nous croit, on nous écoute, donc très bien, allons-y. Il crée la Civise, il nomme le juge Durand. Le juge Durand, à la surprise générale, travaille. Du coup, on vire le juge Durand. Rappelez, Civise, c'était... Commission contre l'inceste et les violences faites aux enfants. Ce juge Durand, il n'a plus de boulot, alors qu'il était vraiment bien. Et derrière, on nous a mis des gens qui démissionnent tous au bout de soit une semaine, soit 2 jours. Donc, puisqu'il va y avoir des élections, espérons que ceux qui seront élus, si tant est que quelqu'un soit élu, prennent ça à cœur. Et fasse réellement quelque chose, parce que ce qu'il faut faire bouger en premier lieu dans ce pays, dans ces affaires-là, ce sont les magistrats qui n'écoutent pas la parole des enfants. Quand un enfant vient se plaindre ou fait des dessins qui montrent qu'il est aux mains de gens extrêmement bizarres, on a tendance à lui dire non depuis l'affaire d'Outreau. Souvenez-vous qu'à Outreau, on a retourné l'histoire de façon à faire passer les pauvres victimes comme des menteurs et des affabulateurs. Et donc, tant qu'il y a cet état fait en France, on n'arrive pas à aller au bout. Le nombre de mamans qui sont désenfantées, il y en a dans le film de Barnerias. Tout à fait. Parce que on a même cette Madame Sadoc que j'ai interviewée et qui dit que ses enfants sont aux mains d'un réseau pédophile aujourd'hui en France. Alors, concernant l'affaire Dutroux, je vous dirais que ce qu'il faudrait, c'est soit rouvrir ce fameux dossier bis et analyser ses cheveux et ses traces ADN, parce que la technique, quand même, de police scientifique a énormément évolué et on pourra avoir de bonnes surprises et trouver des coupables. Et d'autre part, on pourrait faire ce que réclame le gendarme Bill, faire une nouvelle commission d'enquête. Il y en a eu une à l'époque, mais elle a été bâclée puisque tout le volet protectionnel, ce qui veut dire qui y avait derrière. Oui, n'a pas été traité. N'a pas été traité du tout. La commission s'est réunie pour dire « Oh, c'est pas bien, Dutroux est méchant ». Bon, ça on le savait, merci. Donc ça serait bien qu'il y ait une nouvelle commission parlementaire en Belgique. Auront-ils les couilles, si j'ose dire? Ça m'étonnerait. Mais bon, c'est en gueulant, en ne lâchant pas, qu'on finira par y arriver. C'est toujours comme ça, en réalité. Écoutez, les cris de gueule sont là, il est là dans l'envers du décor. Dans l'envers du décor, oui, du décor. C'est l'envers du décor aussi, l'envers des affaires. L'envers du décor et des affaires. Merci Carl Zero, en tout cas à suivre, en tout cas il y a quelque chose de terrifiant derrière tout ça, encore une fois. Quelqu'un qui touche à un enfant de cette manière ou d'autre manière est quelqu'un qui, lui, mérite d'être éradiqué. Merci Carl Zero d'avoir été avec nous. On retrouve André, votre interview exceptionnelle de Marc Dutroux, exclusive dans votre magazine L'Envers des Affaires. C'est disponible chez votre marchand de journaux. On marque une courte pause sur Sud Radio. On revient tout de suite après les infos de 13h avec l'ancien patron d'EDF, Henri Proglio, qui sera avec nous pour le face-à-face. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkoff reçoit Henri Proglio, ancien directeur général d'EDF et auteur de ce livre L'étrange débâcle, comment la France a perdu sa souveraineté énergétique. C'est publié aux éditions Michel Lafon. Bonjour Henri Proglio. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur. Ce qui est très intéressant, c'est que, vous savez, la campagne électorale a commencé, et évidemment, les promesses aussi, parce que pas de campagne électorale sans promesses, c'est normal, ça fait partie du paysage. Et hier encore, Agnès Pannier-Runacher disait, mais vous allez voir, ça y est, dès septembre, le prix de l'électricité va baisser de 15%. Et Gabriel Attal, qui lui aussi se présente, l'ancien Premier ministre, aujourd'hui on peut dire ancien Premier ministre, dit, ah non, vous allez voir, ça va baisser de 40%. Alors c'est très intéressant, voilà, il le dit. Non, pardon, mais c'est justement Agnès Pannier-Runacher, il emploie les mêmes titres, les mêmes chiffres. Il utilise baisser les factures d'électricité de 15% dès l'hiver prochain. Pour chaque Français, ce sera 200 € de moins sur la facture d'électricité. C'est même son affiche de campagne Ensemble pour la République. Alors l'électricité, effectivement, et votre livre est passionnant, Henri Proglio, parce que c'est un horizon indépassable. Effectivement, c'est l'oxygène, hein, faut dire quelque part. Et comment vous expliquez que, première des choses qu'on fait, on annonce, est-ce que ça vous paraît probable, possible, déjà comme ça d'emblée, on dit voilà, à 15%, les Français, vous ne risquez rien, on va baisser de 200 €. Vous en pensez quoi ? Bon, si vous le permettez, je commencerai par précaution de dire que je ne suis candidat à rien et que je ne participe pas à la campagne en cours. Bon, moi, au fond, ce que m'inspirent ces déclarations, c'est d'abord, pour commencer, qu'on a enfin admis que le prix de l'électricité en France ne baissait qu'à une espèce de spéculation qui, au fond, avait amené une explosion des coûts et donc un appauvrissement de nos concitoyens. On parlait de ça, oui, bien sûr. Donc c'est ça qui me préoccupe. Alors après, pourquoi 200 €? Est-ce que c'est un chiffre comme ça? Oui, mais pourquoi 200? Alors, est-ce que c'est indépendant de la consommation? Est-ce que c'est lié à la consommation? Est-ce que c'est 15%? Je ne veux pas prendre position là-dessus. Non. Ce qui me frappe, au fond, c'est que personne ne pose la question suivante ou ne fait la remarque suivante. Qu'est-ce qui justifie que le prix de l'électricité est augmenté depuis 10 ans? Absolument. Et au fond, personne n'est capable de répondre à la question. Car rien ne justifie l'augmentation du prix de l'électricité. On a exactement les mêmes capacités de production. C'est-à-dire, au fond, le nucléaire et l'hydraulique représentent au total 90 à 92% des besoins français. Nous sommes globalement exportateurs. Si on fait, je dirais, abstraction de la petite parenthèse des incidents techniques qui se sont produits au cours de l'année 2022 et dont encore sur lesquels on pourrait revenir, mais globalement, la France était et sera exportatrice d'électricité. Les coûts de production n'ont pas évolué, puisque dans le nucléaire, l'essentiel de l'investissement se fait au départ, et que l'hydraulique, c'est pareil. Enfin, donc, on amortit sur une durée très longue des coûts de construction. Donc, rien ne justifie, au fond, que le prix de l'électricité est augmenté, sauf quand même ce que vous racontez dans votre livre. Sauf, les règles européennes, la volonté etc. Voilà. Et le détricotage de ce qu'a été un formidable outil pour la France, qui était EDF. Alors, vous racontez justement, parlons dans votre livre, c'est très, très, très intéressant parce que vous donnez des informations, évidemment, et vous étiez bien placé pour cela. Vous étiez au cœur du réacteur, si je peux permettre cette expression. Et vous disiez, mais la France, quand vous êtes arrivé en 2009, effectivement. 2009, fin 2009. Novembre 2009, voilà, et vous avez quitté, en novembre 2014, c'est bien ça. Oui, bien. Donc, un quinquennat. Et ce qui est intéressant, c'est que vous disiez, mais la France concurrençait, était presque au même étiage que la Chine et les USA. C'est une très grande puissance par le nucléaire, par l'hydraulique. En tout cas, c'est un pays respecté, qui disposait, dans ce domaine particulier qu'est l'électricité, d'atouts formidables. Et par ailleurs d'une réputation exceptionnelle.
C'est-à-dire que partout dans le monde, EDF était reconnu comme étant la référence en matière d'électricité, c'est-à-dire aussi bien le nucléaire que l'hydraulique. Et vous racontez que les Chinois eux-mêmes parlaient français parce qu'ils venaient... Absolument. Les Chinois, les Chinois non, dans le domaine du nucléaire, bien sûr, avaient été formés sur nos sites, dans nos centrales. Et donc étaient assez naturellement, je dirais, convaincus de la pertinence du nucléaire français. Alors justement, Henri Proglio, qu'est-ce qui a fait que ça a commencé? Moi, ce que je vous racontais, on le savait un peu déjà, on avait des informations éparses, mais cette espèce d'extraordinaire... en fait, quand l'Europe a décidé de libéralisation du marché, concurrence, etc., et ça a été appliqué à l'EDF et comment ça se fait qu'on a laissé faire? Est-ce que c'est inconscience, ignorance ou quoi? Parce que vous le racontez très bien dans votre livre. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Je le raconte avec du retard, alors que en fait, je l'ai dénoncé en temps réel. Lorsque les événements se produisent, on assiste à un spectacle assez déroutant, au fond. Je crois qu'au fond, tout cela résulte à la fois d'une complaisance à l'égard d'un parti écologique qui n'avait comme consistance que l'antinucléarisme, et d'autre part, d'une espèce de fantasme qui consistait à penser, et au fond c'était presque sur le fronton des édifices, que la concurrence faisait le bonheur des peuples. Ouais, c'est ça. Et donc, concurrence partout, concurrence pour tout. Oui, puisque on va créer de la concurrence, donc on va faire baisser les prix. Et au fond, on a adopté le fantasme d'application de ce qui s'était produit dans la téléphonie. On l'a appliqué à un secteur qui n'avait rien à voir. Au fond, dans la téléphonie, la concurrence a effectivement fait baisser les prix. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup d'espace, beaucoup de capacité d'augmenter l'offre et donc de faire baisser les coûts. Ouais. Dans l'électricité, pas du tout, puisque personne n'a rien fait pour augmenter la production. Et d'ailleurs, on n'en avait pas besoin. Bien sûr. Tout le monde peut s'imaginer, comprendre, admettre que dans un réseau, on ne fait pas passer plus d'électricité quand il y a plusieurs opérateurs qu'un seul. Bon, j'avais vécu ça dans l'eau aussi, parce que dans mon métier précédent, d'opérateurs de distributeurs d'eau, certains s'imaginaient que la concurrence locale allait faire baisser les prix, sans voir qu'il n'y avait qu'un seul producteur et qu'un seul transporteur, distributeur. Vous faites une très bonne métaphore avec le boulanger. Bien sûr. Un seul boulanger dans un village, il faut faire la concurrence, c'est ça. Voilà, donc, et donc vous allez créer, par conséquent, sauf qu'il y a un seul producteur et que bon. Et donc, de ce fantasme est née une forme de, à travers probablement à la fois beaucoup d'incompétence, manque de réflexion, manque de rigueur intellectuelle, etc., une forme de déroute économique qui n'a pas été sans conséquence, à la fois par l'enrichissement de quelques opérateurs qui ne sont encore que des traders. Oui, c'est ça. Qui achetaient à prix cassé. Qui ne produisaient rien. Enfin, qui achetaient à EDF la production d'EDF, qui la vendait aux clients d'EDF, mais qui l'achetait à un prix cassé, 42 € le mégawattheure, qui le vendait au prix de marché, en prétextant qu'elle était verte. C'était la même, d'ailleurs. Bon. Donc, à la fois mensonge et détournement. Bon. Oui, fausse concurrence et escroquerie d'étiquette, quelque part. Les deux. Ouais, les deux. Donc, on a vécu avec ça. Je l'ai dénoncé à l'époque, je reconnais. Avec le succès que vous constatez. Au fond, alors, il y avait beaucoup aussi d'enjeux pour un certain nombre d'opérateurs qui, au fond, ont fait fortune grâce à ça, mais... Oui, mais enfin, ils ont fait fortune sur quelque chose c'était comme vous dites. C'est une démarche spéculative. Ouais, c'est une démarche spéculative. Alors, le fait d'enrichir des gens sans raison, au fond, ne serait pas tragique si ça n'était pas au détriment du plus grand nombre d'une part, et d'autre part, avec des conséquences qui sont, malheureusement, aujourd'hui, terrible. Catastrophique. Terrible, absolument. Catastrophique. Et dites, et justement, juste maintenant, on peut avec le recul, vous étiez là, vous côtoyiez évidemment de par vos fonctions les responsables politiques, quels qu'ils soient, je ne suis pas de droite ou de gauche, etc., peu importe. Mais personne n'avait conscience de cela, de voir que c'était biaisé. Vous leur en parliez, j'imagine. Ah ben non seulement j'en ai parlé, mais je m'en suis même expliqué auprès de la représentation nationale. J'ai été interrogé par
par l'Assemblée et le Sénat. J'ai même, je crois, été amené à répondre à une commission d'enquête à l'époque sur la loi NOM, sur la fameuse loi d'organisation, enfin la nouvelle organisation du marché de l'électricité, la fameuse loi qui instituait l'obligation pour EDF de vendre 25% de son électronucléaire à des concurrents non désignés, à un prix pour lequel je me suis battu pendant... Oui, au moins 2 ans, qui était supposé être de 36 €, j'ai réussi de manière invraisemblable à le faire accepter à 42 €. Bon, alors que le coût de revient était de l'ordre de 55, 56. C'est ça, même vous étiez au-dessous du coût, même vous-même, nettement en dessous du coût de revient marginal, très en dessous. D'où les conséquences d'ailleurs pour EDF. Mais alors justement, ma question était, personne ne prenait conscience de cela. Ah non, c'était le dogme de la concurrence, il fallait absolument... Au départ, oui. Au départ, ça a été un mélange entre le dogme de la concurrence et le respect des institutions européennes. Ouais, c'est ça. Et on va voir lequel des deux a fait le plus pencher le fléau de la balance. On se retrouve juste après une petite pause avec Henri Proglio. Et évidemment, avec Henri Proglio. Et vous aurez la parole 0826 300 300 pour intervenir, poser toutes vos questions ou faire toutes vos remarques à l'antenne. A tout de suite sur Sud Radio. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, et il faut lire le livre d'Henri Proglio, L'étrange débâcle, comment la France a perdu sa souveraineté énergétique, c'est paru aux éditions Michel Lafon. Et je voudrais juste vous relire Henri Proglio sur quelque chose qui est vraiment assez hallucinant quand on voit ce qui se passe et où on en est. Vous dites ceci. Rares sont nos concitoyens, et ça c'est vrai, qui ont entendu parler de la directive 2014-23 UE, Union Européenne, du Parlement Européen et du Conseil Européen, datant du 26 février 2014. Ce texte prévoit la mise en concurrence de toutes les concessions de services publics. Tout. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a plus de service public, allez, concurrence. Vive le libéralisme. Et vous racontez, justement... Qu'en est-il de la situation aujourd'hui, plus de 8 ans après mon départ à la présidence du groupe? En 2022, EDF a publié un déficit de 12,7 milliards d'euros. L'endettement a bondi à 64,5 millions d'euros. Le plus étrange pour un observateur extérieur, c'est que le chiffre d'affaires s'est envolé à 143,5 milliards, soit 70% de plus sous l'effet de la très forte hausse des prix d'énergie. Mais paradoxalement, cette hausse a coûté de l'argent à EDF, puisque ses marges se sont nettement dégradées. Pourquoi? Parce qu'une large partie de ces 58 réacteurs nucléaires ont été mis à l'arrêt pendant cette année, donc 2022, pour mener de lourds travaux d'entretien. Il a fallu acheter l'électricité chez nos voisins. Et en même temps, et je termine, dans le même temps, EDF a été obligé de vendre davantage d'électricité à prix cassé à ses concurrents, suivant la règle inique de l'Arenh, mise en place en 2010 par la loi NOM, dont vous venez de parler. Mais dites-moi, si un entrepreneur privé faisait ça, on le virerait immédiatement pour incompétence notoire, non? Bon, je crois qu'il ferait faillite déjà pour commencer, il se virerait lui-même. Ouais. Bon. Non, mais c'est une longue et tragique histoire qui au fond m'a consterné. Faisons encore une fois abstraction de l'année 2022 où d'accord, oui, fermeture de centrales liées à des problèmes de soudure et de malfaçon ont amené de manière probablement excessive les pouvoirs publics et l'autorité de sûreté à décider la fermeture de tiers à peu près du parc nucléaire français. Mais au-delà de ça... Mais, pardon, Henri Proglio, Fessenheim, il fallait fermer Fessenheim? Je pose la question. Surtout pas. Surtout pas. Bon. J'ai eu l'occasion de dire à l'ancien président de la République, au fond, Fessenheim, qu'est-ce qui a provoqué la fermeture de Fessenheim? C'est d'abord l'accord entre les Verts et les Roses de la campagne de 2012, au cours de laquelle le programme commun à l'époque entre les socialistes et les écologistes s'est fait de nuit par un accord tragique qui prévoyait la fermeture de 28 réacteurs nucléaires ou 26 réacteurs nucléaires, c'est-à-dire la moitié du parc français. Oui, ce qui fait que le matin, aux aurores,
je me réveille avec cette annonce qui est officielle, donc, qui est relayée dans tous les journaux, et je n'ai pas le droit de participer en tant que patron d'EDF et dans toute l'entreprise publique à la campagne électorale, je m'en abstiens, mais j'ai quand même 170 000 collaborateurs qui regardent en se disant mais il réagit pas, il fait rien, il dit rien. Bon. Je décide à ce moment-là, ce jour-là, de répondre aux questions du Parisien, les questions des lecteurs. Et comme c'était l'actualité du jour, bien sûr, je dis, écoutez, c'est une tragédie, parce que le nucléaire est une des grandes forces de la France, c'est un des atouts considérables de ce pays. Majeur. Et à l'époque, on se préoccupait beaucoup d'emplois. Je disais, le nucléaire en France aujourd'hui, c'est 1 million d'emplois, 250 000 emplois directs, 250 000 emplois chez les sous-traitants d'EDF et 500 000 chez les électro-intensifs qui sont sur le territoire français juste parce que l'énergie électrique est chez nous 50% moins chère, enfin un peu plus de 2 fois moins chère qu'en Allemagne. Donc, évidemment, grande réaction, mécontentement, fureur du candidat à l'élection présidentielle en question, qui dans le des hebdomadaires de la semaine, dit les 2 premiers dont je couperai la tête si je suis élu, ce sera le patron d'alors de la DGSI, dont je tairai le nom, et Proglio. Bon, j'ai survécu quelques années encore. Mais il a en même temps pris conscience de l'absurdité du programme, et pour réagir, je crois, de manière rapide, parce qu'il fallait réagir rapidement, il pose la question à son entourage, quelle est la plus ancienne de nos centrales? On lui répond, la vérité, la plus ancienne c'est Fessenheim. Mais comme personne ne savait de quoi il parlait vraiment, personne ne lui a mentionné qu'on venait d'investir 2,5 milliards d'euros pour rénover Fessenheim, qui était la plus moderne de nos centrales. Ah oui, on venait d'investir 2,5 milliards d'euros. Oui. Et donc, quand enfin, juste avant mon départ, j'ai l'occasion de le voir longuement en tête-à-tête et que je lui donne quelques éléments que je pensais devoir lui donner en envoyant une bouteille à la mer, puisqu'il m'avait invité à le rencontrer en me disant que j'avais été un formidable patron d'EDF, etc. Et je lui ai dit, mais Fessenheim, c'est comme un immeuble haussmannien, on n'a gardé que la coque, on a changé tout le reste, c'est la plus moderne. Et c'est la plus sûre. C'est fou, et il me dit, et ça je ne l'ai pas dit dans mon bouquin, parce que il vous dit quoi? Il me dit, vous avez raison, Henri, il ne faut pas fermer Fessenheim. Et il n'a pas fermé. Oui, c'est le successeur, effectivement. Donc, voilà. Ouais, c'est fou. Donc non, il fallait surtout pas fermer Fessenheim. Surtout pas. Et justement, qu'est-ce qui s'est appliqué? Parce que vous en parlez aussi, mais honnêtement, on connaît ça moins, sur l'hydraulique. Parce qu'on parle du nucléaire. Il s'est appliqué la même chose. C'est-à-dire, au fond, vous le disiez tout à l'heure, le bonheur par la concurrence, donc il est impensable que les barrages hydrauliques qui appartiennent à l'État français et qui sont opérés par EDF, ils ont été conçus, construits par EDF, mais ils appartiennent à l'État. Ouais. Et la règle européenne dit, c'est inadmissible, qu'il y ait un monopole, quasi-monopole de la gestion par une entreprise des barrages hydrauliques, il faut mettre en concurrence la gestion des barrages. Au niveau de toute l'Europe, bien sûr. Oui, donc quiconque peut présenter, quoi. Oui, enfin, en Europe, le nombre de... Oui, je sais bien. Pays disposant d'un parc de barrages important est assez limité. En tout cas, ça ne gêne pas les Allemands, par définition. Car le nombre de barrages en Allemagne est assez limité aux barrages qui sont sur le Rhin, c'est tout. Ils n'ont pas, malheureusement pour eux, de montagne. Donc, la grande inquiétude, pour ne pas dire le grand désarroi de mes collaborateurs d'EDF quand je rejoins cette saison, c'est ça. C'est l'hydraulique. C'est l'hydraulique. On me dit, mais non, mais président, c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, parce qu'un barrage, c'est avant tout une capacité de stockage, c'est pas une capacité de production. Et donc, c'est une immense pile à combustible qui est, elle, à la fois compétitive. On peut pas stocker l'électricité, mais on peut stocker l'eau.
Exactement. C'est ça. C'est la seule manière de stocker de l'électricité de manière rationnelle et efficace. Et donc aujourd'hui, le problème du renouvelable étant que, comme il est intermittent et qu'on ne sait pas stocker, il est totalement hors de la compétition. Il ne peut pas être compétitif. Et donc, ces barrages étaient un élément clé de l'efficacité économique du système électrique français. C'est vrai que si on découpait l'un derrière l'autre les barrages pour les mettre en appel d'offres, quels que soient les opérateurs, ils étaient nombreux à visiter nos barrages. On voyait se balader sur des barrages des Allemands, des Russes, des Chinois, des Canadiens, enfin tout le monde venait voir. Le monde entier venait visiter nos barrages. Alors c'était bien pour le tourisme. Enfin bon, ça inquiétait un peu nos collaborateurs. Et donc j'ai plaidé en disant mais attendez, on va casser, désoptimiser le système électrique français, surtout halte au feu. Bon. Et là, j'ai pris la décision de ne pas respecter la règle du jeu. C'est-à-dire, au fond, nous n'avons pas mis en appel d'offres sur les barrages. Nous sommes donc en infraction. Depuis cette époque-là, la règle n'a pas changé. Nous sommes toujours en infraction. D'accord. Donc, susceptibles d'être condamnés. Pour le moment, on n'a pas touché au barrage. Non. D'accord. Mais on est en infraction. Bien sûr. C'est ça, ouais. Bien sûr. Alors, et donc, ce sujet était un sujet... Ça a été le premier sujet dont je me suis préoccupé en arrivant en même temps que la loi NOM, bien entendu. Mais de fait, il était précurseur de tout ce qui suivait, au fond. C'est-à-dire de l'immense détricotage de ce formidable outil qui était EDF par les règles européennes, inspirées donc par nos voisins. Ce qui est extraordinaire, et vous le racontez très bien, c'est que on a déshabillé Pierre sans habiller Paul. Et on a vu le résultat. Oui, mais enfin sans habiller Paul. Certains petits Paul, quoi. Non, on a enrichi un certain nombre d'opérateurs marginaux, mais ça on l'a dit tout à l'heure, enfin marginaux ou pas. Oui. On a effectivement considérablement affaibli la puissance française en matière d'énergie, et à la fois d'indépendance et en même temps de compétitivité dans son domaine de l'énergie, qui est un élément clé à la fois du pouvoir d'achat d'une part de nos concitoyens et de la compétitivité industrielle de l'autre. Bien sûr. Et donc la France a évidemment des conséquences graves à subir. Et puis en même temps, effectivement, ça n'a pas amélioré la situation allemande. Mais pour eux, l'essentiel, c'était d'affaiblir le concurrent. C'était pas tellement... Ils savaient très bien que ça ne leur apporterait pas grand-chose. Au long du sacré, comme vous dites, couple franco-allemand, base de l'Europe, et qui est plutôt le je t'aime, moi non plus, on va en parler après cette pause avec Henri Poglio, et on va parler aussi, parce que ça m'intéresse tout à fait, ça nous intéresse tout à fait, de savoir ce que vous pensez de ces intermittents, de ces énergies alternatives qui nous ont déjà coûté, à l'Europe en tout cas, plusieurs centaines de milliards. 1000 milliards. 1000 milliards. Et vous aurez la parole évidemment sur Sud Radio 0826 300 300 pour réagir et pour poser toutes vos questions. Nous sommes là jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Est-elle vraiment étrange, cette débâcle dont parle Henri Poglio dans son livre, qui vient de paraître chez Michel Lafon et que je vous recommande, où elle est explicable. Elle est effectivement explicable, et d'ailleurs il l'explique. Au fond, Henri Poglio, on va évidemment continuer à parler du nucléaire et de ce qui s'est passé là-dessus aussi, concurrence, mot beau souci. Mais parlons de ces énergies intermittentes, ce que j'appelle les intermittents du spectacle, les éoliennes par exemple, qui étaient à un moment donné l'horizon, mais indépassable. Enfin, l'alpha et l'oméga, nous allons tout avoir, électricité à plus totale avec les éoliennes. Résultat des courses. Résultat des courses, vous le connaissez. Enfin, au fond, cet engouement pour les énergies dites renouvelables, enfin, qui ne concernait pas l'hydraulique d'ailleurs. Quand on parle d'énergie renouvelables aujourd'hui en Europe, on parle d'éolien et de photovoltaïque. On oublie que la plus belle des énergies renouvelables, c'est quand même l'hydraulique. C'est vrai. Et qui est là quand on en a besoin. Car il y a des énergies pilotables et d'autres qui ne le sont pas. Le nucléaire est pilotable, l'hydraulique est parfaitement pilotable, on produit quand on en a besoin et on sait qu'on peut compter sur cette énergie. Les nouvelles énergies dites renouvelables, c'est-à-dire l'éolien et le photovoltaïque, pour ne prendre que cela, sont des énergies intermittentes qui, finalement,
sur lesquels on ne peut pas compter, puisque on ne sait pas stocker l'énergie, encore une fois, en dehors des barrages, et que, évidemment, quand il y a du vent ou quand il y a du soleil, on produit. Oui. Mais les pays européens et la France en particulier, et notamment, pas uniquement, est un pays dans lequel les points de consommation, c'est l'hiver, la nuit. Bon. Le photovoltaïque, à cet égard, est assez peu pertinent, et c'est comme si on posait la question aux Suédois ou aux Finlandais de savoir s'ils comptent sur le photovoltaïque. Ils ont 6 mois de nuit, donc bon. C'est une caricature. Mais et quand il n'y a pas de vent, c'est pareil. Donc, non, le problème, c'est moins de savoir ce qu'on fait quand il n'y en a pas que de savoir ce qu'on fait quand il y en a. Parce que là, il faut donner, et on a accepté de donner la priorité d'accès au réseau à ces énergies-là, ce qui veut dire que le reste doit s'effacer. Le reste, c'est le nucléaire, qui n'est pas fait pour ça. Le nucléaire est fait, comme un fourneau, pour produire de l'énergie de base. Et en permanence. Donc, demander au nucléaire d'être flexible, c'est exactement l'inverse de sa caractéristique. Et donc, il a fallu rendre le nucléaire effaçable, et ça a coûté très cher, et ça a beaucoup vulnérabilisé nos centrales. On parle beaucoup de la sécurité, on l'oublie à ce moment-là, et puis ça a renchéri considérablement le prix du nucléaire de le rendre flexible. Ouais. Ou en tout cas... C'est-à-dire que si j'ai bien compris, quand les éoliennes marchent, on arrête le nucléaire parce on ne peut pas l'arrêter. Il faut baisser sa capacité. On peut la baisser, oui. Et donc c'est ça qui est compliqué. Et donc on ne peut pas fermer une centrale et la rouvrir une heure après. Ça, c'est pas possible. Donc il faut baisser sa production, et ça demande des investissements considérables, inutiles. Donc le coût complet du renouvelable est encore beaucoup plus important que le coût direct. Parce qu'il faut compter avec baisse du nucléaire. Le coût indirect qui est lié à ça. Bon, sachant que par ailleurs, sans subvention, le renouvelable jusqu'ici n'était absolument pas compétitif. Et qu'aujourd'hui, il est encore difficilement. L'Europe a investi... très peu en France, il fait 3%. L'Europe a investi 1 000 milliards d'euros en subventions consacrées... 1 000 milliards d'euros pour les énergies alternatives. Oui. L'Allemagne à elle seule, 600 milliards. Dont on a vu la conséquence, c'est le doublement des émissions de CO2 à cause du charbon. Oui, absolument, oui. Donc, et vive les écolos et la dépollution. Donc voilà bon. Donc, au fond, je ne condamne... Finalement, si on considère qu'en France, les besoins en électricité sont connus, ils ne s'accroissent plus, contrairement à ce qu'on nous dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Je fais référence là aux études qui ont été faites, relayées d'ailleurs par Christian Gérondeau dans ses écrits. Les courbes montrent une décroissance de la consommation de l'ordre de 10% au cours des 10 dernières années, et qui continue. D'ailleurs, on l'a vu au cours de la période de grand froid. Pourquoi ? Pour 2 raisons. D'abord, à cause de la baisse de l'industrie en France, baisse de la capacité industrielle. Les grands consommateurs ont... Certains d'entre eux ont en tout cas disparu. Et d'autre part, à cause des optimisations de consommation, de la meilleure gestion de l'énergie. Et donc, au fond, on n'a aucune raison d'avoir besoin de capacité de production supplémentaire. Ce qui pose la question de savoir quelle ambition avons-nous, quelle projection, quel dessin et quels investissements en matière d'énergie. En matière de nucléaire d'une part, d'hydraulique d'autre part, et de complément à la fois par le renouvelable. C'est ça la question de fond qu'aujourd'hui il faut se poser. Alors on va en parler tout de suite, mais j'ai une chose. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette, justement, vous parlez de l'industriel, mais il y a eu depuis quelque temps, pas seulement depuis cette présidence, il y a eu quand même une sacrée vente industrielle des bijoux de famille quand même en France. Là, on a eu un zèle tout à fait intéressant là-dessus. Et justement, je voulais avoir votre opinion sur l'affaire Alstom, pour ne parler que d'elle. Malheureuse affaire. Bon, non, mais j'ai commis un bouquin il y a quelques... Oui, vous avez parlé de ça. Qui s'appelait Les Joyaux de la Couronne. Et je suis donc totalement d'accord avec vous sur ce sujet-là. Sur Alstom, bon... c'est une affaire qui a beaucoup... provoqué des réactions, et notamment de l'ancien ministre de l'Industrie, à l'époque... Arnaud Montebourg, auquel je rends hommage parce qu'il a osé dire les choses à l'époque. Bon, je crois que l'histoire lui a donné raison.
C'est vrai. On va en parler, puis on va parler effectivement de ce qu'il faut faire aujourd'hui, parce que ça, c'est important. On fait l'inventaire, mais où va-t-on? Peut-être que je crois que nous avons une auditrice. C'est Lila qui nous appelle depuis Lyon. Bonjour Lila. Bonjour. Bonjour Lila. Bonjour André Berkoff. Bonjour. J'entends ma voix en écho, c'est normal. Est-ce que vous avez mis le haut-parleur? Il faut enlever le haut-parleur. Attendez, c'est peut-être la radio, je vais voir. Ouais. Alors oui, faites parce que le haut-parleur fait écho. On vous écoute Lila. Oui Lila. On vous écoute. Écoutez, Monsieur Berkoff, j'ai écouté votre invité et je suis choquée de ce que j'entends. Ah bon? Pourquoi? Parce que je me dis finalement, on nous a parlé de l'Europe pendant des jours et des jours, et je me dis finalement, ça a servi depuis toutes ces décennies, ça n'a servi qu'à ruiner la France. Tout ce que le général de Gaulle avait mis en place pour nous rendre autonomes, pour nous rendre forts, pour qu'on puisse, la France puisse dire, taper sur la table quand elle n'est pas d'accord, tout a été fait pour appauvrir la France en vend tout, et en plus c'est des choses qui appartiennent même aux Français, qui ont aidé à toute cette construction d'autoroutes, de centrales, enfin bref. Et je me dis, et en plus, bien souvent on n'était pas bien au courant, parce que je me rends compte que ceux qui achetaient de l'électricité à EDF, il y avait sûrement des sociétés françaises qui étaient prêtes à acheter très peu à EDF pour vendre plus cher. Et là, on culpabilise le petit français, le français moyen, en disant oui, il faut aimer son pays, il faut aider son pays. Et quand vous pensez qu'il y a des responsables qui en ont rien à battre, qui en fait pensent qu'à se faire de l'argent. Et ce que je regrette, c'est quand il y a des décisions aussi importantes. Pourquoi est-ce que, par exemple, on ne demande pas au peuple? Ça permettrait d'avoir l'avis du peuple pour dire voilà ce que l'Union européenne nous impose, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça aiderait les responsables comme ce monsieur, cet invité que vous avez, qui peut-être n'est pas d'accord, et il pourrait se dire j'ai le peuple avec moi, lui aussi ne veut pas. Eh oui, merci Lila. Comment réagissez-vous, Henri Proglio? Bon. Parce que quelque part, elle entend ça, elle n'est pas au courant. Non, mais je ne veux pas condamner l'ensemble de la construction européenne à cet égard. Mais dans le domaine de l'énergie, ça a été une catastrophe. Ah oui, on peut dire ça. Oui. Oui, on peut le voir, on en voit les conséquences. On voit les conséquences en Allemagne, où, encore une fois, l'Allemagne, qui avait décidé de se reconvertir au gaz russe, était totalement dépendante du gaz russe, a été obligée de remettre en route toutes ses centrales à charbon. Ayant échoué dans le domaine du nucléaire, ou en tout cas n'étant pas en position de force dans le domaine du nucléaire, et on ne peut pas dire que le paysage européen en matière d'énergie soit particulièrement reluisant. Oui, on ne peut pas dire que le bilan est assez, comme vous l'avez dit, catastrophique, effectivement. C'est le moins que l'on puisse dire. Ça ne s'étend pas à l'ensemble des considérations européennes, mais en tout cas, dans ce secteur-là... Oui. En tout cas, ce qui me frappe, Henri Proglio, et ça n'engage que moi, c'est que toutes les personnes compétentes que je reçois, en général, je dis pas à 80%, me disent écoutez, je ne condamne pas la construction européenne, mais dans la matière que je connais, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, c'est assez majoritaire. C'est un autre problème. On va marquer une dernière petite pause dans Berkoff dans tous ses détails. Après, on aura Claude qui nous appelle au 0826 300 300, toujours avec Henri Proglio, qui est notre invité jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Avec André Berkoff et Henri Proglio qui est notre invité aujourd'hui jusqu'à 14h. Et puis nous avons Claude qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Claude. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour André Berkoff. Bonjour, merci Claude. pour les sujets que vous choisissez. Et merci à Monsieur Proglio d'avoir pris la parole sur le sujet de son livre. Enfin, il vient d'expliquer en quoi finalement les énergies dites renouvelables aujourd'hui, qui sont aux mains du lobby du syndicat des énergies renouvelables, c'est-à-dire l'éolien et le solaire, en quoi finalement elles perturbent et elles dégradent même l'efficacité et la rentabilité du système électrique en France. Alors moi je voudrais dire, parce
que je me bats contre l'éolien depuis 2007, depuis les zones de développement éolien, pour la France. Je dis pas qu'ailleurs, en Allemagne ou n'importe où, peu importe, mais chez nous, compte tenu de la structure de la production et de l'immense quantité d'hydraulique d'ailleurs qui vient s'ajouter au nucléaire, c'est un gâchis, un gaspillage, et je pense que ce qu'il faut, c'est faire tout de suite un moratoire. Il faut arrêter le développement de l'éolien. C'est-à-dire que moi, je regarde les textes des lois PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie. Ils sont fondés sur des affirmations fausses que même la justice a du mal finalement à contrer. Quand on dit par exemple qu'il faut développer tel parc éolien dans un secteur donné parce que ça va contribuer à la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, c'est faux, puisque chaque fois qu'on met une éolienne, il faut mettre en plus la moitié de sa puissance en thermique, et que le jour où il n'y a pas de vent, c'est-à-dire le tiers du temps ou les trois quarts du temps, bien sûr. La nuit quand il n'y a pas de solaire, tout ça c'est un gaspillage énorme. Il a donné le chiffre de 1000 milliards, c'est quand même nous qu'on paye, comme disait Coluche, quoi. Voilà. C'est clair. Claude, merci. Harry Broglio, au fond, est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est faisable, d'après ce que vous savez, un moratoire, s'il y a un pouvoir décidé, un gouvernement, décider de faire un moratoire sur les éoliennes. Est-ce que c'est possible pour la France sans l'accord de l'Europe, de l'Union européenne, ou pas, à votre connaissance? Juridiquement, je ne sais pas répondre. La volonté politique n'a jamais existé, donc au fond, on ne sait pas. Je veux dire, tout se discute. Vous savez, au fond, l'Europe, c'est pas une structure immatérielle. Mais pour le moment, elle dirige. Oui, mais regardez, l'Espagne et le Portugal sont sortis de l'Europe de l'énergie. Personne n'a jamais prétendu qu'elles étaient sorties de l'Europe. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont pris leur destin en main. Ils ont pris leur destin en main, et puis quand on dit non, la France ne peut pas. Donc je crois que c'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible de dire, écoutez, on a respecté, désormais on reprend notre identité, parce que eu égard au bilan, on peut peut-être reprendre une marge de manœuvre. Alors, justement, Henri Broglio, le PDG de Veolia que vous avez été et le PDG d'EDF que vous avez été, au fond, aujourd'hui, laissons de côté, faisons non pas de la politique fiction, mais parce que c'est pas de la fiction de ce dont on parle. Un gouvernement aujourd'hui qui arrive, mettons après les élections, quel qu'il soit, etc. Encore une fois, vous dites si on veut, on peut. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus urgent à faire, à votre avis, compte tenu de la situation, les choses étant ce qu'elles sont, comme disait un général, qu'est-ce qui, pour vous, est le plus urgent à faire aujourd'hui? Et pour moi, d'abord, la question de fond, c'est quelle est la politique énergétique voulue pour notre pays. Parce que l'énergie, c'est une industrie du temps long. Il faut investir sur des durées très très longues. Entre 50 et 100 ans. 100 ans pour un réseau, 100 ans pour un barrage. Vous voulez dire, il faut voir à horizon de 50 et 100 ans. C'est ça. Donc ça implique une vision à long terme, des investissements à long terme, et une structure de pensée qui soit pas fluctuante en fonction des évolutions, je dirais, fonction des élections prochaines. Non. Et c'est ce qui a fait la force de la France. Quand, en 1946, ce pari insensé a été lancé par le gouvernement de l'époque, qui était de dire, au fond, nous prenons le pari de donner à la France son indépendance énergétique, la compétitivité du territoire en matière d'énergie électrique, et on invente le service public de l'électricité, c'est-à-dire l'égalité de tous devant l'électricité, le même prix pour tout le monde, quel que soit le lieu sur le territoire, quelle que soit la condition sociale. C'était un pari rigoureusement insensé auquel le pays a été capable de répondre, puisqu'au début du XXIe siècle, on était exportateur, nous avions l'énergie la moins chère d'Europe, nous avions un contrat de service public qui faisait référence dans le monde entier, qui aujourd'hui est considéré comme, dès qu'on parle de service public, c'est un gros mot. Donc, on avait remporté un quatrième défi auquel nous n'étions pas confrontés, qui est celui des émissions de gaz à effet de serre, puisque personne n'en parlait en 1946, et que grâce, ce qui fait la force dans les comparaisons internationales de la France en matière de gaz à effet de serre, c'est l'électricité. Oui, et nous n'émettons pas. Et nous sommes à moins 1%. Nous sommes de l'émission de CO2. 1% des émissions mondiales. Voilà, des émissions mondiales. Et la transition énergétique, puisqu'on parle de transition énergétique tous les jours sans savoir de quoi on parle, parce que pour moi, parler de transition, ça voudrait dire savoir où est le point de départ ou le point d'arrivée. Le point de départ, on le savait, il était parfait. Le point d'arrivée,
Oui, ça, on n'en a pas. Bon, et on consacre, d'après le Premier ministre sortant, 50 milliards par an à la transition énergétique. Mais posons-nous une seconde pour savoir à quoi ça sert. Vous voulez dire, on ne sait pas où on va, mais on y va. On ne sait pas où on va, mais on y va en dépensant 50 milliards. C'est ça. Chaque année. Donc, au fond, la question que je pose, c'est, y a-t-il ou pas une vision ? Y a-t-il ou pas une volonté ? Je pense qu'une France qui dirait « je crois au nucléaire », mais vraiment, aurait comme priorité absolue l'extension de la durée de vie des centrales actuelles. On peut gagner 30 ans, entre 20 et 30 ans. Ça coûtera 1 milliard par réacteur, pour 57 réacteurs, vous voyez, ça fait, alors qu'il y en a un qui est à peine connecté au réseau. On peut tenir 30 ans, pas de problème. Oui. Et donc, c'est un investissement ultra rentable qui va faire baisser le prix de l'énergie encore en dessous de ce qu'il était il y a 10 ans. D'accord ? Deuxièmement, on peut augmenter un peu la part d'hydraulique. On a des capacités de passer de 12 à 15% la part de l'hydraulique en France. D'accord. Et on aura, encore une fois, la capacité énergétique et le reste, c'est-à-dire le marginal, les pointes, on peut les assumer, soit avec un peu de renouvelable, à condition de pouvoir le stocker, ce qui est aujourd'hui difficile, soit, on le faisait autrefois avec du thermique, mais c'est très marginal, du thermique à flamme, mais avec du charbon ultra propre. C'est très marginal, oui. C'est totalement marginal. C'est faisable. Mais ça implique quoi ? Qu'on ait une vraie volonté de garder notre expertise nucléaire. Ça veut dire de recommencer à investir dans la recherche et développement. Ça ne se fait pas en ce moment, ça n'a pas commencé, non. Aujourd'hui, alors on parle, Henri Proglio. On a beaucoup baissé nos recherches. Du jour où, sous, je dirais, le gouvernement, j'espère, on a commencé par mettre un coup d'arrêt Superphénix, donc au nucléaire de demain. Merci Dominique Voynet. Merci Dominique Voynet. Infini remerciement éternel, qui, au fond, était la manière de transformer en combustible le combustible usagé, c'est-à-dire, au fond, de donner au nucléaire la capacité de régler le problème des déchets et d'avoir... Donc ça a été arrêté. Des déchets. Donc il faut... C'est enterré, ça a été enterré. Oui, ça a été arrêté, donc il faut réinvestir le domaine du nucléaire avec un effort supplémentaire en matière de recherche et de développement, de technologie. Il faut évidemment concevoir un nouveau réacteur beaucoup plus pertinent que les réacteurs existants aujourd'hui, pour redonner à la France à la fois sa capacité d'exportation et sa capacité de développement du nouveau nucléaire. Et puis, parce que nous héritons d'une situation qui est que l'industrie nucléaire, enfin en tout cas la filière industrielle française dans le domaine du nucléaire, ne peut pas se contenter de la rénovation ou de la modernisation des réacteurs existants. Elle a été conçue pour être beaucoup plus puissante que ça, pour participer au développement du nouveau nucléaire. Eh bien, j'avais imaginé à l'époque, quand j'étais en fonction, une coopération avec les Chinois qui, eux, construisent 11 réacteurs chaque année, et avec les Russes qui en construisent pratiquement autant, mais à l'international, pour que l'industrie française participe au nouveau nucléaire à l'international. Bon. Ça mérite probablement une analyse complémentaire. Je ne dis pas que j'avais raison. Mais en tout cas, il faut une réflexion qui associe non seulement la problématique de l'énergie française, mais la problématique de l'industrie nucléaire française dans cette perspective à long terme. De l'améliorer, de la moderniser, d'innover. Est-ce qu'on a une vraie volonté ou pas ? Et ça me paraît essentiel. Donc c'est la première étape. Première étape, prendre une décision forte sur le nucléaire et sur son avenir. Deuxième étape, statuer sur le sort de l'hydraulique, et pas uniquement sur la mise en appel d'offres, là où il faut enterrer carrément le dossier, mais sur les perspectives de l'hydraulique. Et on peut participer au développement de l'hydraulique à l'international. On avait de mon temps inauguré un barrage à Namten, au Laos, qui a été une référence mondiale absolue. Et donc, voilà ce qu'était EDF. Repenser à la société intégrée qu'était notre entreprise électrique française à l'époque, plutôt qu'à la désintégrer comme ça a été fait entre-temps. Ça a été le cas, absolument. Il y a beaucoup de choses à faire. En fait, Henri Proglio, vous me faites penser à cette phrase, je la paraphrase un peu, de Jacques Chirac, à qui on demandait il dit, vous savez, l'opération chirurgicale la plus urgente en France,
c'est la greffe de moelle épinière. Et il disait, oui, mais où sont les donneurs? Où est la volonté? Merci en tout cas. Merci. J'aurais un mot. Oui. Tout simplement avant de finir pour Pierre Abou qui a été mon complice dans la rédaction de ce travail et que je remercie beaucoup. Et puis pour les collaborateurs d'EDF qui méritent le respect de leurs compatriotes parce qu'ils ont défendu une formidable entreprise et ils continuent. Et lisez L'étrange débâcle. Aux éditions Michel Lafon. Merci. Merci beaucoup. Henri Poclélio d'avoir été avec nous. On se retrouve demain entre midi et 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio.